Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Il est important de noter que nous entrons dans une phase compliquée de la pandémie. J'ai cité là le docteur Manaouda Malachi qui tweetait la nuit dernière sur l'état de la pandémie Covid-19 au Cameroun. C'est donc dans ce contexte que le gouvernement demande la réouverture des établissements scolaires lundi prochain, 1er juin 2020. Alors que les statistiques indiquent que le Cameroun a connu une hausse de 371% pour ce qui est des nouvelles contaminations, 5 semaines après la fermeture des établissements scolaires. Tout ceci laisse entrevoir que le taux de reproduction du Covid-19 est dans une phase croissante au Cameroun. Depuis l'annonce de la mise en application des 13 mesures gouvernementales pour limiter la propagation du coronavirus. À quelques jours de cette reprise, l'ensemble de la communauté éducative se pose une seule question: pourquoi ne pas organiser les examens sur la base de la couverture à jour des programmes scolaires? Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, c'est le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Phase compliquée, c'est entre guillemets du Covid-19, parce que nous reprenons ici les expressions du ministre de la Santé. Phase compliquée du Covid-19 et reprise des classes, enjeux et perspectives. Pour en parler, je suis en plateau à Douala, ici, avec le professeur Jacques Evouna. Bonsoir, prof. Bonsoir, Serge Alnoutou. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Je suis heureux de renouer avec votre émission. Merci de m'avoir fait l'amitié de m'inviter. J'espère pouvoir contribuer à mon niveau à aider la communauté éducative à prendre les bonnes décisions et surtout à se préparer pour la rentrée qui est annoncée. Vous dites prendre les bonnes décisions. Vous qui êtes un enseignant de français. Oui, je pense le mot a un sens. Jusqu'ici, on n'a pas pris les bonnes. Non, ce n'est pas qu'on n'ait pas pris les bonnes décisions, mais je crois que rien n'est définitif encore. Oui, rien n'est définitif. Je crois. Là, on est au moins... Parce qu'en une semaine, beaucoup de choses peuvent se passer. Effectivement. Merci beaucoup, prof. En face de vous, Raoul Lemopi. Je rappelle que, prof Jacques Evouna, vous êtes enseignant de grammaire française et de linguistique. Bien sûr. Oui, c'est cela. À l'université de Douala, vous êtes aussi à Maroua. Je suis enseignant de Maroua, mais en fonction à l'université de Douala. Ok. En face de vous, Raoul Lemopi. Bonsoir, Raoul. Bonsoir Serge et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous écoutent et nous observent aujourd'hui. Vous allez me permettre, Serge, de dire un bonsoir très appuyé aux chefs d'établissement qui jusqu'à présent n'ont pas trouvé la nécessité de payer les salaires des enseignants qu'on interpelle, n'est-ce pas, à venir faire les cours dès le 1er juin. Pour ces gens-là, il faut préciser le type d'enseignants. Les enseignants vacataires, bien sûr. Voilà. Et pour ces gens, moi j'ai dit, pour ces chefs d'établissement, j'ai dit, ils sont en baisse, n'est-ce pas, à la bourse des valeurs de la République. Ok. Vous allez... je rappelle que Raoul Lemopi est enseignant de philosophie au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville. Nous sommes dans le 3e arrondissement de Douala. C'est bien cela. C'est bien cela. Et j'ajoute, vous êtes syndicaliste. Hein? Syndicaliste du SNAES, syndicat national autonome de l'enseignement secondaire. Voilà, 19... Raoul, je commence par vous. Dans cette sortie... qu'est-ce qui vous dérange par rapport au 1er juin? C'est le fait que vous n'ayez pas été associé, c'est ça? Pour cette date du 1er juin, c'est ça qui vous dérange? Ou bien c'est le fait qu'on soit passé de 24 à 50? Qu'est-ce qui vous dérange par classe? Alors il faut le dire clairement, je pense quand même que le bon sens voudrait que lorsqu'on choisit de débattre, n'est-ce pas, sur des questions qui concernent un corps de métier particulier, on doit nécessairement les impliquer. Et l'adage dit que si vous parlez de moi ou dites de moi en mon absence,
pour prendre des décisions pour moi. En vérité, vous voulez prendre des décisions contre moi. Oui. Et à partir de ce moment, on peut déjà s'indigner du simple fait que les enseignants, la société civile, parce qu'il faut dire c'est un conglomérat, n'est-ce pas, de syndicats qui s'occupent des questions éducatives. Et ces syndicats n'ont pas été impliqués, n'est-ce pas, dans les discussions et aussi les prises de décision. Le professeur a dit que on peut mettre cela en guillemets peut-être parce que c'est accessoire. En une semaine, beaucoup de choses peuvent se passer. Oui, beaucoup de choses. Les lignes peuvent bouger. Et il y a donc d'abord cela que je peux assimiler à une sorte, n'est-ce pas, d'orgueil administratif et même d'arrogance. À côté de ça, il faut aussi voir que du point de vue sécuritaire, et ici, quand on parle de sécurité, nous parlons directement de la santé, le Covid-19, on ne voit pas très bien les mécanismes institutionnels qui sont mis sur pied pour faciliter une très bonne reprise de la rentrée scolaire 2020, du 1er juin. Et le SINAES, de concert avec d'autres organisations syndicales, a pris de commettre une lettre, un communiqué dans lequel il décline clairement sa position. Nous disons, et il faut le répéter ici à Mondo Vision, si les conditions ne sont pas remplies, d'ailleurs cela a été transmis au Premier ministre, si les conditions ne sont pas remplies, nous annonçons, n'est-ce pas, une grève pour le 1er juin. Voilà, vous dites justement que les syndicats mobiliseront les enseignants en cas de nécessité à se défendre si des conditions claires ne sont pas prises pour assurer leur retour protégé sur les campus scolaires. Professeur Jacques Evouna, sur cette décision du 1er juin, vous comprenez un peu ce que dit Raoul Mopi, sans discuter avec les enseignants, ces partenaires-là. Le gouvernement a décidé que le 1er juin, tout doit reprendre. Une bonne décision ? Je ne suis pas ici, Serge Alain, pour apprécier les décisions qui ont été prises. Oui. Je voudrais, avant de vous répondre, reprendre ces propos d'un auteur que j'ai trouvé aujourd'hui, Edgar Morin, qui dit, en parlant du coronavirus, il dit « Le virus nous rappelle à notre humanité et à notre condition d'être profondément sociaux, inséparables les uns les autres. » Oui. Tel que j'ai compris cela, je voudrais penser que dans la gestion de la pandémie actuelle, il peut avoir été commis un certain nombre d'erreurs. D'accord. Oui, oui. Mais je crois, comme toutes les autres nations, que c'est un moment suffisamment grave pour que nous fassions preuve de solidarité, parce qu'il y va de l'intérêt commun. Donc, je ne voudrais pas avoir à tirer ou sur le gouvernement aujourd'hui ou sur les enseignants. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure à ma première prise de parole, je crois que rien n'est encore définitif parce que la clause sous réserve de l'évolution de la pandémie, toutes les décisions peuvent encore changer. Notre rôle aujourd'hui, c'est lequel? C'est donc pour les enseignants, les hommes et les femmes de terrain, de faire remonter au niveau des décideurs un certain type d'informations cruciales qui vont aider le gouvernement à prendre une décision qui soit porteuse de moins de risques. Parce qu'en termes de pandémie aujourd'hui, il faut craindre, si des décisions étaient prises à la légère, que la communauté éducative soit celle qui paye un lourd prix, un coût exorbitant et inutile. Donc j'invite, peut-être que c'est prétentieux, je pense qu'il s'agisse des syndicats, des enseignants, de quelque ordre qu'ils soient, c'est le moment de faire remonter au niveau de la hiérarchie un certain nombre d'informations et peut-être de manquements qui puissent être pris en compte au moment où de nouvelles décisions seront prises. Mais vous avez adressé au Premier ministre, c'est bien cela, non? Effectivement, M. Sèche, nous avons adressé... C'était le 20 mai. C'était le 20 mai. Ok, on espère. Voilà, on va prendre tout de suite la direction de Vernon, Haute-Normandie, où nous attend Jean-Jacques Ndiok. Jean-Jacques Ndiok, bonsoir. Voilà, Jean-Jacques Ndiok, je rappelle, vous êtes parent, mais vous êtes de l'autre côté, vous avez des enfants scolarisés au Cameroun. Vous êtes membre du bureau politique du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Cette décision, vous, en tant que parent, Jean-Jacques Ndiok, le 1er juin, comment vous appréciez cette décision du gouvernement camerounais de ramener les enfants des classes d'examen, bien sûr, à l'école à partir du 1er juin, lundi prochain? Je dis déjà,
Je dis déjà bonsoir à tous vos téléspectateurs et je dis aussi bonsoir aux panélistes qui sont là et un bonsoir particulier aux populations 11 millions qui ont œuvré pour la mise en place du respect des mesures barrières en octroyant des masques au Cameroun. Maintenant, pour revenir à votre question précisément par rapport à la rentrée du 1er juin, je tiens d'abord à dire que c'est toujours important pour chaque parent de voir son enfant retourner à l'école. Les mesures qui ont été prises sont quand même inédites. Je ne pense pas qu'il y a un historien qui pourra nous éclairer si dans l'histoire du monde, on a arrêté l'école brusquement comme ça, même lors des grandes guerres qu'on a connues. Il n'y a pas eu de moment aussi grave où les gouvernements sont amenés à arrêter les cours comme ça d'une manière brusque, sans prévenir les enfants. Donc c'est toujours un pince que dès lors que les enfants ne peuvent pas parfaire leur scolarité et acquérir les connaissances nécessaires. C'est toujours important pour que les enfants puissent retrouver l'école. Maintenant, dans quelles conditions est-ce que ces enfants vont retourner dans les classes? Il est important de dire que cette décision devrait être prise en concertation. Vous vous rappelez que lors de la présentation de nos propositions au Premier ministre, le président Cabral avait émis l'une des idées de faire la coproduction, d'associer les forces nécessaires à la prise de décision parce que ce n'est plus une affaire d'État. Même si l'État a la responsabilité de garantir l'éducation à tous, mais lors des crises comme ça, il est important que l'État prenne celui d'associer toutes les forces politiques, toutes les forces civiles, afin de discuter, afin de définir, afin de recueillir les propositions de toutes ces personnes morales ou physiques et bâtir ensemble un carnaval nécessaire. Nous constatons que cela n'a pas été fait et les enseignants, il y a un syndicat qui a pondu un communiqué le 20 mai par rapport à cette reprise en dénonçant, n'est-ce pas, le 1er juin. Il y a eu une réunion qui s'est tenue aujourd'hui à la primature au cours de laquelle il y a eu certaines propositions qui ont été faites. C'est dire que l'esprit de concertation, l'esprit de partage d'idées n'a pas été pris en compte pour rendre cette rentrée effective. C'est dommage que les enfants soient comme ça jetés en pâture, entre parenthèses, jetés en pâture, parce qu'il ne faut pas l'ignorer, le Covid tue. Cette maladie, elle est vraiment mortelle. Donc ne simplifions pas ses effets. Et je vous rappelle quand même que le 10 mars au Cameroun, on a eu deux cas le 6 mars. Aujourd'hui, hier le 24, on est à 4886, donc presque 5000. Donc vous imaginez, à moins de 2 mois, le bon qu'on a pu faire. C'est justement, Jean-Jacques, c'est justement là le problème. Vous venez vous-même de montrer que le taux il y a eu de nouvelles contaminations depuis entre le 17 mars, la date où on annonce les 13 mesures, parmi lesquelles l'arrêt des cours, et aujourd'hui. Comment comprendre que pendant que ça va de manière exponentielle, on arrête les cours, on demande de repartir à l'école? Comment vous, en tant que politique, vous analysez ça? Oui, je dis toujours, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je dis les mesures à prendre dans le cadre de ce type de fonctionnement devraient être collégiales. C'est-à-dire que le responsable d'État devrait associer les responsables politiques, la société civile. Et nous autres, notre président national avait proposé cette démarche lors de sa rencontre avec le Premier ministre pour permettre à ce que toutes les initiatives soient prises en compte afin de bâtir une stratégie. En fait, ce n'est plus le problème du gouvernement aujourd'hui. C'est que chaque parent voit son enfant qui doit rentrer à l'école, mais c'est dans quelles conditions? Je vous rappelle aussi que hier, c'était le personnel médical qui était en première ligne pour recevoir les malades. Aujourd'hui, on est en train de demander aux enseignants de devenir le premier rideau pour recevoir les enfants. Vous savez que quand l'école a été arrêtée, les enfants sont rentrés dans des familles. Certains sont rentrés à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, ainsi de suite. Et ils vont revenir le 1er juin, dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Forcément. Donc on est en train de demander aux enfants de revenir sans toutefois avoir développé une série de mesures permettant à la fois aux enfants, aux enseignants, et aussi aux parents de se rassurer. Donc le parent que je suis ne peut qu'être inquiet parce que
nous n'avons pas été associés, tout le monde, les responsables politiques n'ont pas été associés, les syndicats. Nous avons entendu sur votre plateau-là un membre d'un syndicat qui n'a pas été pris en compte. Donc, vous voyez que dans cette précipitation, je comprends que le gouvernement soit pressé de remettre les enfants à l'école, mais la démarche ne s'y est pas. Il aurait fallu associer tout le monde et définir, n'est-ce pas, un canevas nécessaire pour permettre de sécuriser et de garantir l'éducation à tous les enfants. Voilà, merci Jean-Jacques. Raoul Lemompi, vous avez fait un tour au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville. Comment ça se prépare là-bas le 1er juin? Alors effectivement, je vais d'abord dire quelques mots sur ce que Jean-Jacques. Oui, ce que Jean-Jacques vient de dire. Moi, je souscris à ce qu'il a dit, puisque dans tous les cas, si on admet que nous sommes en guerre, comme ça s'est dit, ça s'est dit par le président Macron. Il y a le président Macron, il y a la plus haute autorité du Cameroun, le président de la République, Paul Biya. Il a dit, c'est une guerre contre une pandémie. Je crois qu'en situation de guerre, il y a un minimum de conditions qui devraient être remplies. La première condition, c'est d'abord la protection des soldats. La deuxième condition, peut-être qui serait même peut-être la première, c'est l'entraînement des soldats. On peut ramener cette situation à celle des enseignants pour se demander, est-ce que les enseignants ont été entraînés? Est-ce qu'il y a eu des simulations? Et maintenant, si on parle en termes de protection, on peut essayer de comprendre quels sont les éléments de protection que l'autorité institutionnelle a choisi, n'est-ce pas, d'apporter à ces nouveaux acteurs qui entrent, n'est-ce pas, ou bien dans le terrain de la lutte. Oui. Parce qu'il faut le dire, nous ne sommes pas ici en train de décrire des choses qui n'existent pas. Oui. Il faudrait qu'on ait la mémoire fraîche pour savoir quand même que dans les zones de conflit, les enseignants ont eu à dispenser les enseignements. Un peu partout, les enseignants se sont, n'est-ce pas, mobilisés. Vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe au lycée de Brazzaville, au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville. Moi, je vais vous dire la vérité. Il y a de cela 2 semaines, mon proviseur, que je salue en passant, a eu à organiser une séance de travail au cours de laquelle, de manière concertée, on a essayé de voir comment, à notre niveau, c'est-à-dire en interne, on pouvait réduire les risques de contamination ou bien d'infection, parce qu'il faut le dire, les gens ne parlent pas trop de cela. Quand nous parlons du milieu des enseignants, il s'agit quand même d'un corps professionnel dans lequel une bonne frange de la population aussi entre 50 et 60 ans. À partir de ce moment, on voit qu'il s'agit des candidats, n'est-ce pas, à la mort, s'ils advenaient à être contaminés ou à être infectés. Oui. Et représentons-nous de manière abstraite ce qui peut se passer si on entend, après l'ouverture des établissements scolaires, qu'un enseignant ou bien un encadreur est décédé de suite de Covid-19. Vous pouvez avoir une espèce de psychose sur les enfants. Même actuellement, la fois dernière, moi j'ai suivi votre émission. Il y a eu un collègue qui a dit que les enseignants sont prêts. Il y a des enfants qui demandent aux enseignants, monsieur, est-ce qu'on ne va pas rentrer à l'école, tout. Mais il faut leur dire la vérité. Il faut dire à ces enfants qu'on n'est pas prêts. Prenons le cas des parents qui ont eu à se confiner et qui envoient leurs enfants à l'école. Ces enfants vont contracter le Covid et viennent le transmettre aux parents qui pourtant ont la certitude qu'ils sont confinés. Moi, je veux dire quelque chose. Je parle du lycée de Brazzaville. Il y a eu un travail qui a été fait en amont et c'est un peu regrettable que ce travail, n'est-ce pas, soit fait sur la base, n'est-ce pas, des documents non officiels. Parce qu'il faut qu'on le dise clairement. Vous savez quand même qu'il y a aujourd'hui une sorte de stratégie du déni qui consiste, n'est-ce pas, pour ceux qui dirigent le ministère des enseignements secondaires, de publier les documents par le net, c'est-à-dire les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout cela. Et une fois qu'il y a une reprise par la base, c'est-à-dire les chefs d'établissement, une fois qu'il y a une reprise par la base de ces informations, il faudrait simplement que les enseignants commencent à remettre le document en question pour que vous voyez le ministre et sa suite sortir et dire que ce sont des fakes. C'est pour que nous avons travaillé sur la base d'un document que nous avons vu circuler dans les réseaux sociaux, oui. Puisqu'il n'y a pas eu un document officiel où on a dit, voilà, il faut 24 élèves par salle de classe. Je veux quand même dire, et c'est ça le gros problème aujourd'hui, qu'il y a comme un problème il y a un débat entre, n'est-ce pas, les effectifs finalement arrêtés. Est-ce que c'est 24, est-ce que c'est 25? Mais pour le compte du lycée de Brazzaville, nous avons travaillé avec les effectifs de 24. Et je veux vous dire la conséquence. Parce que le lycée de Brazzaville, sous le premier classe d'examen, il y a la troisième, il y a les troisièmes, il y a les premières,
il y a les terminales. Et nous sommes dans un système éclaté, on va le dire, parce qu'il y a le sous-système francophone, il y a le sous-système anglophone, il y a le sous-système bilingue. En temps normal, nous avons à peu près 22 salles de classe pour abriter tous ces enfants. Avec, n'est-ce pas, la réduction des heures à 24, n'est-ce pas, cette réduction a eu comme pour corollaire une démultiplication, n'est-ce pas, des salles de classe et même aussi des quotas horaires. Nous sommes passés relativement de 22 à 23 salles de classe à 69 salles de classe. Alors, le problème... C'est-à-dire troisième, première, terminale, toutes sections confondues. Oui. Alors, nous avons 69 salles de classe. On voit là directement plusieurs problèmes qui vont se poser. Le premier, j'ai parlé de la démultiplication des salles de classe. Le deuxième, c'est la réduction des heures allouées à la formation des enfants. Le troisième, c'est la tentation de remettre les enseignements entre les mains inexpertes, parce qu'il faut aussi qu'on ait le courage de le dire. Ouais. Un enseignant, par exemple, qui n'est jamais passé dans une classe d'examen, depuis qu'il est entré dans son corps à corps avec l'école, vous pensez que subitement comme ça, là, parce que c'est pour ça que j'ai parlé d'entraînement. Oui. Vous pensez que subitement, on lui donne une salle de classe première, terminale, parce qu'il y a une crise d'effectifs. Vous pensez qu'il peut facilement manipuler les choses comme cela se doit? La semaine passée, nous avons eu une deuxième réunion avec notre proviseur. Vous parlez des enseignants vacataires. Tout à l'heure, il faut déjà solder. Hein, Non, moi je ne vois pas le problème comme ça. Moi, je ne fais Mais vous êtes entré dans cette émission par là. Monsieur Sèche. Vous saluez ces enseignants vacataires qui jusque-là n'ont pas de salaire. Vous demandiez que les proviseurs puissent, les chefs d'établissement puissent se régler. Monsieur Sèche, il faut pour qu'ils aillent enseigner là, à partir du 1er juin, il faut déjà régler ce problème aussi. Hein. Justement, c'est un problème sérieux. Voilà. Je l'ai évoqué à l'entrée dans mon propos inaugural. Mais ce que je suis en train de dire par rapport aux enseignements n'a rien à voir avec les enseignants sortis de l'école normale ou les enseignants sortis les enseignants vacataires. Parce qu'il faut me le dire, ce n'est pas parce qu'on est vacataire qu'on est incompétent, tout comme ce n'est pas parce qu'on est sorti de l'école normale qu'on est performant. Je crois que les tableaux sont là, les élèves sont là pour apprécier le travail que nous faisons au quotidien. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? Nous avons donc rencontré un ensemble de problèmes. Et l'un des problèmes que nous avons rencontré, c'est celui que j'ai évoqué, le problème de qualification des gens qui vont tenir ces enfants. Je n'ai pas abordé le problème, n'est-ce pas, de la sécurité sanitaire. Parce que là, c'est une paire de manches et je suis sûr qu'on va revenir là-dessus. Non, on va revenir. On va justement rester sur cette charge du travail qui va... Parce que les classes... Il a parlé, vous êtes parti de 22 pour tout le lycée à 60 combien? 69. 69. Professeur Evuna, il faut des enseignants pour toutes ces classes. Oui, Serge. On parle bien des classes d'examen. Ça veut dire qu'on a un objectif à atteindre. Oui. Il faut des enseignants. Absolument. Mais je voudrais, avant de répondre à la question de ces effectifs-là, apporter une petite, un petit rectificatif. Oui. L'enseignant est un soldat. Et quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, quelles que soient les circonstances, le soldat doit être prêt. Ça veut dire que les enseignants sont prêts à reprendre dès demain le chemin de l'école. Mais ils ont des inquiétudes sur les conditions de ce retour à l'école. Parce qu'il se passe quelque chose d'inédit dehors. Les enseignants, je reprends, sont prêts à retourner à l'école dès demain. Il suffit qu'on leur dise, qu'on leur donne des conditions qui les rassurent pour ce retour à l'école. Ils veulent être sûrs de ne pas tomber malade. Et si jamais ils venaient à tomber malade, ils veulent être sûrs d'être pris en charge d'une manière convenable à ce titre-là. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faudrait peut-être aller effectivement sur le terrain pour voir quelle est la situation actuelle des infirmeries. Quel est le dispositif qu'on a mis en place au niveau des établissements scolaires ou alors des établissements universitaires? Parce qu'il est probable qu'on trouve des établissements où on ne compte même pas un robinet. Se laver les mains. Parce que j'entends dire des gestes simples. Oui, d'accord. Mais quand on ne peut même pas se laver les mains dans un établissement, ces gens-là autour, c'est un problème. Pas d'infirmerie. La question... Oui, je viens de poser la question de l'infirmerie parce qu'on se serait attendu dans des circonstances actuelles à ce qu'un nouveau personnel soit affecté, ou alors à tout le moins, oui, qu'un nouveau personnel soit affecté dans une infirmerie et où elle n'existe pas, qu'il en soit créé. Donc on se pose cette question-là, la première prise en charge, s'il y a un cas à l'école, la première prise en charge, ce sera laquelle? Est-ce qu'il faudra attendre d'appeler
le 15-10. C'est des questions que les enseignants se posent. Il y a la question des effectifs. Et c'est facile. Il y a des instructions, on est d'accord. Mais à un moment, il a posé le problème. Lorsque vous vous retrouvez dans un établissement avec 69 salles de classe, parfois avec un déficit d'enseignants, comment on fait à ce moment-là? Donc, moi je dis, j'ai entendu parler de concertation, oui, peut-être. Mais je vous assure, pour prendre la décision de fermer les écoles, je doute qu'il y ait eu une concertation. Non, du tout. Donc, Il n'y a pas eu. la vraie question, c'est la qualité des décisions et des actions. Et pour que les décisions soient de qualité, je l'ai dit, il faut que ceux qui prennent des décisions prennent le temps de s'imprégner de la réalité du terrain. À ce niveau-là, on peut dire que les syndicats ont fait un beau geste. Parce que moi, j'ai lu leur correspondance, et avant de dire la grève, parce que c'est facile de trouver, de chercher la petite bête et de dire, ah voilà, c'est des syndicalistes. Moi, j'ai lu là encore plus de propositions. Oui. Et je pense que, dans l'esprit de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'esprit de construction, l'esprit de solidarité, c'est quelque chose dont nous devons tirer parti. C'est-à-dire, la rentrée, oui, mais cette rentrée-là, est-ce qu'elle n'aura pas un coût plus exorbitant que si les enfants étaient restés à la maison? De manière plus simple, je préfère un mauvais bachelier vivant à un excellent bachelier mort. C'est de cela qu'il est question. Parce que ça va faire des tragédies. Au mois de juillet ou de septembre, d'écouter les résultats du bac et de trouver qu'il y a des gens décédés qui sont admis au baccalauréat. C'est ce que nous tenons aussi à éviter. Il est important pour retourner à l'école qu'on s'assure de ce que un certain nombre de mesures effectives, pas abstraites, qu'elles ont été implémentées au niveau des établissements pour que les gens se sentent en sécurité. Il s'agit cette fois, vous savez, on peut mettre un policier à l'entrée d'un établissement parce qu'on crée une agression. Mais contre le coronavirus, je vous assure, vous ne savez pas à quel moment vous allez être contaminé. Et là, pour ce qui s'agit spécifiquement du secondaire, c'est des gens, c'est une population d'un certain âge qui viennent de passer, je crois, 2 mois à la maison. Et on n'a pas pris ça. Ils en entendent parler tous les jours, mais je vous assure, on n'a pas pris le temps de les sensibiliser puisqu'ils sont à la maison. C'est maintenant. Alors, est-ce qu'on a pensé à la sensibilisation de ces enfants? J'entends il y a tout un discours sur le port du masque. Au bout de 3 heures, il y a dans des salles de classe des asthmatiques, il y a des situations qu'on ne maîtrise pas, dont on n'a pas la maîtrise. Il y a tout un ensemble de choses auxquelles il faut penser. Ce que je me suis dit, c'est que on aurait peut-être mis en place dans des établissements scolaires tests un certain dispositif et observer cela, c'est-à-dire faire la rentrée à pas lent, observer cela pendant 1 ou 2 semaines, voir comment ça fonctionne, généraliser à d'autres établissements avant de dire ok, on peut y aller. Donc, Monsieur Autou, il y a sur la question, nous sommes tous d'accord que le coronavirus ne peut pas arrêter la vie, mais il faudrait également éviter de l'autre côté que, en voulant que notre enthousiasme obère notre lucidité, notre raison, notre clairvoyance. Je pense qu'il faut prendre le temps pour voir quelle est la réalité du terrain. Je parle de la réalité du terrain. Dans quel état est-ce que les établissements sont prêts à nouveau à accueillir les administratifs, les élèves et les enseignants? C'est une grande question à laquelle il faut que nous répondions. Voilà, nous restons à Douala, mais du côté nous allons dans le 4e arrondissement de Douala où nous attend Serge Espoir Matomba. Il est le premier secrétaire du PURS. Voilà, bonsoir Serge Espoir Matomba. Bienvenue sur le plateau Equinoxoir. Bonsoir Monsieur Autou. Bonsoir à tous les panélistes qui sont sur le plateau et bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox. Voilà, vous êtes politique, parent. Je vais vous amener à réagir sur cette sortie du ministre de la Santé. Il dit, il a tweeté, je vois là, minuit 32 minutes, 25 mai 2020. Il est important de noter que nous entrons dans une phase compliquée de la pandémie.
Comment comprendre qu'en même temps, lui il dit qu'on entre dans une phase compliquée et le 1er juin, c'est la reprise des classes. Comment comprendre ça? Il faut dire que cette date du 1er juin n'a pas été arrêtée aujourd'hui. C'est une date qui a été arrêtée certainement sur le coup de la rentrée projetée au niveau de la France. Vous savez que lorsque la France a annoncé une période de déconfinement, plusieurs pays ont suivi aussi cette annonce-là et ont essayé d'anticiper sur certaines dates. Le Cameroun avait arrêté la date du 1er juin, sauf que nous pouvons remarquer aujourd'hui, et avec beaucoup de douleur, que le niveau de propagation, n'est-ce pas, et de contagion du Covid-19 devient de plus en plus élevé. Et ça craint. Nous avons d'ailleurs sorti un communiqué au Centre d'information politique aujourd'hui. Nous avons saisi les autorités pour leur demander, n'est-ce pas, de surseoir à cette date-là. Parce que voyez-vous, quand on part déjà du principe selon lequel, avant l'assouplissement des mesures barrières, on avait 44 contaminés, du moins 44 positifs par jour, et on est passé à 102 cas positifs par jour, on comprend que ça devient de plus en plus dangereux, c'est-à-dire c'est un virus qui est incontrôlable. Et là, on demande aux enfants, aux enseignants, de partir, n'est-ce pas, de regagner les classes. Les classes qui, pour l'instant, on n'a aucune assurance qu'il y a un dispositif bien élaboré pour non seulement désinfecter, mais encadrer même ces enfants-là. Vous avez vu qu'il y a aujourd'hui certains syndicats, n'est-ce pas, des enseignants qui, n'est-ce pas, annoncent une grève et ont posé certaines conditions pour le retour à l'école. Je pense que nous n'étions pas prêts pour vivre cette époque avec ce type de virus, comme d'ailleurs tous les pays du monde entier. Mais lorsqu'une situation pareille arrive, on essaye de s'adapter. Et la meilleure façon de pouvoir résoudre ce type de problème, c'est de se concerter, c'est d'appeler les uns et les autres autour de la table. La date du 1er juin n'a pas été arrêtée aujourd'hui. Est-ce que les corporations, les syndicats, les enseignants ont été mêlés, n'est-ce pas, ont été approchés pour que une solution véritable puisse être dégagée pour le véritable retour des enfants à l'école? Parce que même si nous prenons assez de mesures, nous respectons les mesures barrières, il ne faudrait pas ignorer que les enfants aujourd'hui peuvent transporter les virus de l'extérieur pour l'intérieur et retrouver les parents. Il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, selon certaines données, le Cameroun est en pole position en matière de contamination au niveau mondial. En 25 jours, on est à plus de 150% de contamination et c'est tellement grave et dangereux. Il s'agit ici de la santé. Et lorsqu'on parle de la santé, on ne devrait pas, n'est-ce pas, essayer d'embellir ou alors de trouver des mots justes ou des comportements justifiés pour essayer de démontrer que non, il faut qu'on mette d'abord ceci en avant. Nous sommes un parti qui avons d'ailleurs, pour les motifs, comme vous le savez, notre objectif, le premier point dans notre projet de société, c'est la refondation du système éducatif. Et nous pensons toujours qu'un Camerounais bien éduqué est un homme qui est construit pour évidemment développer sa nation. Mais alors, dans ces conditions, est-ce que les Camerounais sont prêts? Est-ce que le Cameroun est prêt à voir ses enfants, n'est-ce pas, aller dans ces cours? Et surtout que la maîtrise de ce virus n'est pas encore confirmée. On nous a fait comprendre il y a quelque temps que c'était un virus qui n'attaquait que des personnes âgées, mais de plus en plus, on a des jeunes personnes qui partent à cause de ce virus. Donc, est-ce que nous pouvons donc prendre ce risque? Je crois que non. Si nous aimons le Cameroun, si nous aimons les Camerounais, le gouvernement doit surseoir à cette date et se donner donc des conditions pour que les enfants prochainement puissent aller à l'école et même adapter, n'est-ce pas, le nouveau type d'éducation aux réalités du monde. Parce que je ne pense pas que nous allons vivre sans le corona d'ici quelques mois, mais déjà on peut commencer à s'adapter aux nouvelles réalités et amener les uns et les autres à pouvoir vivre décemment sans éviter ce type de contamination. Voilà, Serge Espoir-Matomba, une dernière question. Est-ce que vous pensez comme les syndicats d'enseignement secondaire ont proposé qu'on peut organiser les examens sur la base de la couverture à jour des programmes scolaires?
Pas forcément cette rentrée on l'annule, c'est-à-dire on organise les examens sur la base de tout ce qu'on a couvert comme programme jusqu'ici, jusqu'au 17 mars. C'est d'ailleurs ce que nous avons proposé, n'est-ce pas, dans notre communiqué, que les examens soient organisés sur la base de ce que les élèves ont déjà reçu jusqu'à présent, des programmes dispensés jusqu'à présent. Que les examens soient organisés sur cette base-là. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas organiser des examens sur d'autres bases que celle-là. C'est une proposition que nous avons formulée et nous espérons qu'elle retiendra, n'est-ce pas, l'attention des gouvernants, bien que nous sachions que ces derniers ont toujours eu à faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent, sans pouvoir associer, n'est-ce pas, non seulement les corporations, mais aussi des acteurs de la société civile comme des partis politiques. Donc il faut dire que nous traversons un moment de crise grave. Et je l'ai dit, le coronavirus, ce n'est pas un virus politique. Ce n'est donc pas une lutte politique. C'est une question d'existence nationale. C'est une question de survie nationale. Donc il est important qu'ensemble nous trouvions des solutions pour que les Camerounais vivent dans de meilleures conditions. Ok, merci Serge Espoir Mantoma. On vous retrouve dans un instant. Professeur Jacques Evounan, sur cette proposition des syndicats des enseignants du secondaire, vous adhérez? Surtout qu'il trouve, il y a une étude qui trouve qu'on a passé à 25 semaines. C'est-à-dire que quand on fait moins de 25 semaines, c'est l'année blanche. Mais là, on était à 26 semaines lorsqu'on arrête les cours au 17 mars. Oui, je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais j'oserais que c'est la solution qui fédère pour l'instant le plus grand nombre d'avis. Oui. Moi-même, j'ai publié un texte le 28 avril, dans cet esprit-là, priorité aux examens. C'est-à-dire que vous allez voir que les examens prendront tout au plus une semaine, et c'est gérable. Oui. Et c'est moins de risques que 2 mois d'enseignement. Oui. Donc, c'est vrai que ça met les apprenants, les élèves en difficulté parce que beaucoup sont restés à la maison, ils n'ont pas toujours gardé le contact avec leur cahier et qu'il fallait peut-être un petit temps pour s'accommoder de nouveau avec leur matière. Mais c'est la solution la moins risquée, la moins porteuse de danger à l'heure actuelle. Oui. Cela nous laisse le temps de préparer beaucoup plus sereinement la rentrée prochaine, oui, de mettre en place des mesures effectives, des mesures concrètes que nous aurons le temps d'expérimenter et d'évaluer plus tard. Ok. Voilà. Jean-Jacques Diok, je veux votre avis sur cette proposition des syndicats des enseignants. Ils pensent qu'on peut, pour les examens de fin d'année, tabler sur les 2 trimestres, passer le premier et le deuxième, et interroger les enfants en fin d'année, que de les ramener à l'école. Je pense que comme l'a dit le premier secrétaire du PULS, là, c'est la prise en compte des contrôles continus qui ont été réalisés tout au long de l'année. Il y a les 2 trimestres qui sont plus ou moins acquis, même si la maladie est arrivée au milieu du 2e trimestre, mais on peut considérer que les 2 trimestres sont acquis. C'est aussi un respect par rapport à l'élève, parce qu'on ne peut pas demander aux élèves de revenir au mois de juin et immédiatement les soumettre à des examens sur une période des cours qui partiront peut-être du 1er juin au 25, sans que ceux-ci soient un peu évalués sur les disciplines qui ont été apprises pendant cette courte période-là. Je pense que sagement, il est important que les élèves puissent composer sur des périodes antérieures à ce Covid. Je vous rappelle quand même qu'en 90, lors de l'arrivée de l'avènement de la démocratie, des examens qui ont été faits à cette période, on était en pleine ville morte. Les enfants ont composé le probatoire, le bac dans des périodes difficiles. Et on a vu qu'à cette année-là, le taux de réussite était très faible. Parce que les événements qui ont eu lieu par rapport à l'avènement de la démocratie ont perturbé l'année scolaire. Et à l'époque, le gouvernement qui était là n'a pas pris le recul pour permettre aux élèves de ne pas composer à cette période, cette entêté. Et on a vu que si vous regardez, le taux de réussite à cette période était très faible par rapport aux années antérieures. Donc je pense que sagement,
il est important de prendre en compte tous ces paramètres. Mais encore une fois de plus, il faut prendre en compte ce que disent les enseignants. Parce que c'est eux qui sont au four au moulin, c'est eux qui sont avec les élèves, c'est eux qui sont avec les étudiants. Donc, la prise en compte des corps intermédiaires dans une décision pour permettre l'évaluation. Parce que c'est quand même eux qui vont corriger, même s'il y a examen demain, après-demain, c'est eux qui vont corriger, c'est eux qui vont évaluer. Donc, je pense qu'il est important de prendre en compte leur point de vue pour mieux asseoir une bonne décision. Voilà, Raoul Mopi, il y a un de vos collègues qui pose la question. Hein. Faut-il sauver ou crédibiliser les examens de fin d'année? Il y a un problème de crédibilité. C'est pourquoi il faut absolument prolonger avec les enseignements. Est-ce que jusqu'au 17, c'est-à-dire ce que les enfants ont acquis comme connaissance, ne peut pas suffire pour qu'ils soient évalués normalement? Les examens de fin d'année. Alors Serge, moi je veux dire quelque chose qui est simple. Hein. Quand nous disons que certaines décisions, n'est-ce pas, sont maladroites, vous allez me permettre le mot, c'est parce qu'on estime toujours que, avant, n'est-ce pas, d'exposer les solutions à un problème, il faut commencer, comme les juristes certains le disent, il faut commencer par présenter les motifs pour lesquels on arrive à telle ou à telle solution. Oui. On parle de l'exposé des motifs. Ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que dans les communiqués du Premier ministre et d'autres personnes qui travaillent sur ces questions-là, on n'a jamais vu l'exposé des motifs. On n'a jamais vu des paragraphes ou bien des éléments qui justifient l'adoption de telle ou de telle résolution. Je veux dire quelque chose par rapport aux 4 ou 5 semaines qu'on a ajoutées, c'est-à-dire que les cours qui reprennent le 1er juin. J'ai eu à discuter avec un responsable du ministère des Enseignements secondaires sur les raisons qui pouvaient amener l'État à demander aux enseignants, aux élèves de reprendre les cours le 1er, alors que justement, et c'est pour cette raison que les syndicats ont travaillé, alors qu'on peut organiser les examens sur la base de la couverture, n'est-ce pas, des programmes jusqu'au 17 scolaires. mars. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a fait comprendre qu'il fallait à tout prix, je dis bien, je reprends, il fallait à tout prix que les élèves reprennent les classes parce qu'ils ont passé, n'est-ce pas, une bonne période d'hibernation et donc l'état du confort intellectuel était véritablement à remettre en question. Bon, on peut comprendre, mais quand j'ai lu ce qui a été présenté par monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je me suis rendu très vite compte que s'il faut enseigner, c'est qu'il faut aussi évaluer. Or, nulle part dans la programmation qui a été faite par monsieur le Premier ministre, on a prévu un endroit pour l'évaluation de ces enfants au terme de cette formation d'un mois. Ce que les gens ne voient pas, c'est que, enfin, ce que bon nombre de personnes ne voient pas. Il n'y a aucune évaluation prévue après le 1er juin? Effectivement, ce que les gens ne voient pas, il faut qu'on le dise clairement, que ceux qui nous dirigent écoutent un peu. Ce qu'ils ne voient pas, c'est que les élèves qui seront admis aux différents examens, que ce soit le BPC, que ce soit le probatoire, que ce soit le bac, plusieurs d'entre eux vont solliciter les universités à l'extérieur du Cameroun. Et dans la plupart des cas, ces universités demandent à l'élève de fournir ces 3 derniers bulletins, c'est-à-dire le bulletin de seconde, le bulletin de première et puis le bulletin de terminale. Alors, en faisant donc ce que moi j'appelle cette sinécure en un mois, où on ne pense pas évaluer ces enfants, on se dit quelles sont les notes qu'on va porter, n'est-ce pas, dans le troisième trimestre, au troisième trimestre. La conséquence directe ici, c'est que même les délibérations aux examens sont directement impactées. Puisque là, on ne peut pas faire le bilan du travail de l'enfant si on doit, n'est-ce pas, opter pour la démarche que le gouvernement a voulu imposer à tout le monde. Alors, souvent on dit comparaison n'est pas raison, mais parfois il faut qu'on s'inspire des exemples qui peuvent faire nourrir l'imagination en nous. Si on prend le cas de la France a dit non, il n'y a pas les examens, c'est les contrôles continus et puis d'autres dispositions qu'ils ont eu à prendre à leur niveau. Si on prend le cas de la reprise des cours, dans plusieurs pays sérieux, il faut le dire. Le Japon a ouvert et ils ont arrêté encore. Hein. Le Japon a ouvert. Mais c'est ça l'entraînement. Comme le professeur disait, le professeur vous l'a dit tout à l'heure. Non, c'était même pas l'entraînement, ils ont ouvert, c'est parce que... Non, pourquoi je parle d'entraînement. Oui. C'est qu'en vérité, il n'y a pas des mesures vraies dans l'absolu.
Et cela ne veut pas dire que si on s'essaye dans une mesure et qu'on constate que les conséquences ne sont pas ce qui avait été prévu à la base, on peut faire chemin retour. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je voulais dire un peu quelque chose, c'est que si nous prenons un peu le cas de la France, ces gens-là, nos téléspectateurs nous voient. On va remarquer que 2 semaines avant l'ouverture des établissements scolaires, hormis ce qu'on a fait en termes de désinfecter tout cela, on a engagé un dépistage de masse. La France a décidé de dépister 700 000 élèves et encadreurs. Au Cameroun, par contre, on nous a dit qu'il y a 300 000 tests qui ont été commandés et 1469 lits avec 1469 respirateurs. On se serait quand même attendu que pour le début de cette rentrée scolaire, pour prendre un peu emporter quelques biscuits aux professeurs, on se serait quand même attendu que pour cette rentrée scolaire, qu'on essaie de nous montrer que bon, voilà, on a quand même commencé le dépistage. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est que s'il n'y a même pas d'abord de respirateurs, les enseignants qui seront infectés iront où? Je pense qu'on est ici en train d'atteindre le haut niveau du cynisme qu'il faut condamner avec la dernière énergie. Ou bien, on prend des dispositions qui permettent aux enseignants de reprendre les cours en toute sécurité, qui permettent aux élèves de ne pas sortir de leur maison et infecter au retour leurs parents qui ont été contaminés. Ou alors, on repense les choses parce que ce qui compte, c'est la santé des Camerounais. Ce qui compte, c'est la vie des Camerounais. Voilà, Jean-Jacques Diok, le Premier ministre a toujours dit que la rentrée, c'est le 1er juin. Ce sera en fonction de l'évolution de la maladie. Mais on a une semaine. Est-ce que les lignes peuvent bouger? Lorsqu'on vous entend parler ici sur le plateau et vous de l'autre côté là, les lignes peuvent bouger d'ici le 1er juin? Vous savez, les scientifiques disent qu'il faut 14 jours pour pouvoir évaluer. La France a déconfiné le 11 mai. C'est aujourd'hui que la France est en train d'évaluer à peu près ce que les 14 jours ont pu faire. Nous, on commence les classes le 1er juin, à moins de 7 jours, c'est-à-dire moins de 14 jours. Ça veut dire que les élèves vont reprendre le cours le 1er juin. Il va falloir une semaine après pour pouvoir évaluer si effectivement, n'est-ce pas, le virus continue à circuler dans le monde scolaire. Je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux chiffres de l'épidémie. Le 6 mars, on avait 2 personnes. Aujourd'hui, hier, le 24, on avait 4 890. Ça veut dire qu'on est en nette progression, contrairement à la France qui est en nette régression. Donc la courbe de la France est régresse, la nôtre est progresse. Ça interroge sur les capacités que nous avons à pouvoir circonscrire. Même si la progression, elle est légère, mais on note quand même une nette progression du virus dans les centres urbains. Mais l'inquiétude est beaucoup plus importante dans les zones rurales. Vous imaginez, la plupart des élèves qui étaient dans les zones rurales sont venus en ville. Et le virus circule beaucoup dans les centres urbains. Ces élèves vont rentrer dans les zones rurales pour reprendre le cours le 1er juin. Vous imaginez à peu près ce que cela peut donner si le virus est en zone rurale. Déjà, en zone urbaine, on n'arrive pas à le contenir. Si donc dans les zones rurales, donc nous savons les difficultés à y arriver, comment est-ce que les enseignants, comment est-ce que ces élèves vont faire pour pouvoir s'en sortir? Je pense que, comme a dit le premier secrétaire du PULS, et comme nous aussi nous l'avons dit sur le mémorandum que notre président a proposé, ces mesures devaient être prises en toute concertation pour pouvoir évaluer. Mais comme le gouvernement est ce qu'il est, il a pris sa décision, nous espérons qu'il ne portera pas le chapeau de ce qui pourra arriver dans les prochains jours. Nous croisons les doigts que cette pandémie ne puisse pas donner les conséquences que nous constatons ici en Europe, où nous sommes, malgré les plateaux techniques développés, mais vous-même vous écoutez tous les jours les conséquences que ça représente. Donc nous croisons les doigts que le 1er juin ne soit pas le début d'une infiltration de ce virus vraiment dans l'arrière-pays, sinon on va beaucoup regretter. Voilà, professeur Jacques Evouna, cette situation, vous avez commencé par une note d'optimisme. Hein. Vous dites que entre aujourd'hui et le 1er juin, beaucoup de choses peuvent se passer. Oui, je reste sur cette position-là que beaucoup de choses, effectivement, peuvent évoluer. Je voudrais dire que ça a été un peu excessif, de mon point de vue, de penser qu'un gouvernement peut, de manière cynique, comme je l'ai entendu, décider de livrer le peuple à un virus.
Non, c'est le même gouvernement qui a décidé la fermeture des établissements et c'était pour sauver des vies. Oui. C'est ce gouvernement-là, de manière unilatérale, parce que c'était un acte souverain. C'était un acte souverain parce qu'il s'agit d'une question de santé publique. On peut dire un certain nombre de choses. On peut ne pas être d'accord toujours, mais il reste quand même que c'est une décision que tout le monde a saluée. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, on peut discuter sur les modalités de retour à l'école. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas toujours... il y a des données, il faut le dire. Moi, je parlais tout à l'heure des informations qu'il faut remonter aux décideurs. Mais il faut aussi savoir, il faut pouvoir se dire que le même gouvernement peut disposer d'un certain nombre d'informations qui ne sont pas à notre portée. Il est possible que le ministre de la Santé ait une carte du virus. Une carte au Cameroun, il peut l'avoir. Il est possible qu'il ait une courbe d'évolution. C'est le ministre de la Santé qui ne nous est pas accessible. Donc, dire que de manière cynique, non, il ne s'agit pas de cynisme. Je reviens à ce que j'ai dit. Moi, je reste, même en étant dur, je reste optimiste. Parce que des choses qui se disent sur des plateaux de télévision, les rapports qui se font, il faut bien s'imaginer qu'il y a des gens... Sinon, si on était dans la logique que rien ne se fait, le syndicat n'aurait pas écrit au Premier ministre. C'est parce qu'il y a quelque part une lueur d'espoir qu'on peut compter. Voilà pourquoi, dès le début, j'ai dit évitons de nous tirer les uns sur les autres de manière inutile. Les nations qui s'en sortent le mieux face au coronavirus sont celles qui se montrent solidaires. Et de ce point de vue-là, il est dans notre intérêt à tous d'apporter notre petite contribution. Voilà, merci. Madame, Monsieur, c'est l'heure du 20h parce qu'il est là. Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous évoquerons cette séquence vidéo de l'artiste musicienne Charlotte Dépenda, devenue virale sur les réseaux sociaux dans une interview accordée à La Voix de l'Amérique. Elle s'exprime sur la gouvernance au Cameroun. L'artiste musicienne rêve d'alternance au sommet de l'État pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Elle avoue sa déception de vivre depuis une trentaine d'années sous un régime qui peine à impulser un développement économique, social et culturel. Vous l'écouterez dans le journal de 20h. Nous parlerons également d'un débat important, celui sur le tribalisme au Cameroun. Après le 20 mai, le débat continue d'alimenter les conversations dans les chaumières. Les politiques qui dénoncent un tribalisme d'État et dans les rangs du parti au pouvoir, on accuse les opposants de surfer sur la fibre tribale pour espérer engranger des voix auprès des Camerounais. Et une scène surprenante s'est déroulée aujourd'hui. Ce sont des jeunes activistes se présentant comme un mouvement des patriotes qui sont allés mettre en garde Maurice Kamto devant sa résidence privée sur ses supposés soutiens au casseur des ambassades et son prétendu tribalisme. En réaction, le SDF, à travers la voix de Jean-Michel Nietzsche, condamne un acte d'intimidation des responsables politiques de l'opposition. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et nous ferons le point sur ce débat concernant la rentrée du troisième trimestre, rentrée de tous les dangers. Au moment où le Cameroun connaît un pic de la pandémie du coronavirus, faut-il retourner à l'école ou alors aller directement vers les examens de fin d'année? Dans le journal de 20h, syndicalistes, enseignants et parents d'élèves s'expriment à ce sujet. C'est Jalin. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie et en plateau du professeur Jacques Evouna et de Raoul Lemopi. Raoul Lemopi, les parents sont inquiets, on les a suivis, les enseignants inquiets. On suppose que les élèves aussi, hein? Oui, effectivement, les élèves, mais avant de... Vous les côtoyez pendant ces 2 mois, vous avez rencontré quelques-uns? Je peux dire que dans leur immense majorité, ceux des élèves que moi j'ai côtoyés, n'est-ce pas, sont véritablement dans l'insouciance. Et il faut simplement les voir comment ils se comportent dans les lieux publics.
les marchés, pour certains, les bars. Et vous pouvez comprendre que cet incivisme n'est que le prolongement de ce qu'on appelait l'assouplissement des mesures barrières. Pour les enseignants, j'ai bien voulu insister sur le sort des enseignants vacataires. Oui, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un peu long, mais on va essayer de le dire rapidement. Vous voyez, lorsque le Premier ministre ordonne la fermeture des établissements scolaires le 17 mars, le plus gros problème qui se pose, c'est celui de la gestion salariale des enseignants vacataires. Surtout que certains sont payés à l'heure, d'autres sont payés, n'est-ce pas, on est un forfaitaire. Au moins, le tout forfaitaire. Ce qu'il faut très vite voir, c'est que les 2 semaines qui précèdent la fermeture des établissements scolaires étaient liées aux évaluations et aux corrections. Ce qui fait que les enseignants qui travaillent pour l'heure n'ont véritablement rien fait. Surtout que la lettre circulaire de Madame le ministre du 27 mars qui demandait de payer l'intégralité des salaires, et cette lettre qui précédait, celle du délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral, M. Ejan, qui demandait de payer l'intégralité des salaires du mois de mars, comme mesure d'accompagnement, comme sacrifice que les chefs d'établissement devaient faire. Ces lettres ont été purement et simplement bottées en touche. J'ai dit dans une partie de mon propos que on avait affaire à un gouvernement véritablement cynique. Le professeur Evouna a voulu nuancer un peu mes propos. Moi, je vais insister là-dessus. Parce que si on prend le cas des vacataires, considérez quelqu'un qui est payé au mois, parce que moi je mets de côté ceux qui sont payés à l'heure. Parce qu'on a vu des scènes véritablement surréalistes, c'est-à-dire un enseignant qui se retrouve à la fin du mois de mars avec 6 000 francs, équivalent ici à 6 heures de cours faites pour le mois de mars. Or, dans l'esprit de la lettre circulaire de Madame le ministre, il s'agissait de payer les heures dues. Et je crois que c'est aussi ce qui transparaissait dans le communiqué du délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral. Alors, tournons un peu rapidement cette page. Si nous prenons les enseignants qui percevaient leur salaire mensuellement, on va se rendre compte que dans plusieurs établissements de Douala, on a payé 50% des salaires attendus. C'est-à-dire, en lieu et place de 50 000 francs, on se retrouvait 50 000 francs dans l'immense majorité. En lieu et place de 50 000 francs, on se retrouvait en train de payer 25 000 francs aux enseignants. Considérons par exemple un enseignant qui a une famille. S'il loue par exemple à 20 000 francs, qu'est-ce qu'il peut faire avec 5 000 francs? Or, la plupart de ces chefs d'établissement, si on prend le cas des collèges privés, je ne comprends pas le collège privé, la plupart de ces chefs d'établissement ont perçu la totalité de la pension. Des pensions. D'où vient-il qu'ils soient incapables de payer? Et si on prend le cas des lycées, est-ce qu'il y a encore l'argent dans les caisses? Mais pour dire la vérité, je voulais directement embrayer là-dessus. Oui. Si nous prenons le cas des lycées, et précisément pour ce qui nous concerne directement, les lycées de la ville de Douala, je présume que le problème peut se poser peut-être avec autant d'acuité à Yaoundé. Si nous prenons le cas de la ville de Douala, mais il est inhumain de constater qu'un lycée qui perçoit 150 à 200 millions de frais d'APE soit incapable de payer les enseignants vacataires dans leur entièreté. Moi, je crois que, et pour dire un peu que je suis de suite, moi, je crois que la crise du coronavirus doit donner du grand amour aux autorités en charge de la lutte contre la corruption et aussi contre les détournements des deniers publics. Parce qu'il faut qu'on le dise avec fermeté. Les procureurs de la République sont là. La CONAC, le Conseil, le CONSUP, toutes ces institutions doivent se mobiliser pour mettre le doigt dans ces questions, pour savoir exactement, parce qu'il faut le dire, quand l'APE dit les caisses sont vides. Pourquoi? Mais ils disent qu'ils ont tout consommé, le budget. On peut se demander, même quand on élabore les budgets, il y a les cas d'imprévus. Et surtout que les établissements sont fermés le 17. On suppose donc qu'il y avait encore des réserves pour gérer le troisième trimestre. Et c'est justement à ce niveau que moi j'ai posé le problème. Et si je reviens en quelques mots pour chuter sur la dimension cynique de ceux qui nous gouvernent, est-ce qu'ils se questionnent véritablement sur l'état de santé, le confort psychologique d'un enseignant, l'image qu'il renvoie comme un mendiant social devant des gens qui n'ont cure de tout ce qu'il est en train de fournir comme sacrifice. Nous avons ouvert une petite fenêtre tout à l'heure sur
la question de la sécurité sanitaire. Professeur, disons-nous les vérités, regardons-nous en face. Ok, on va revenir. Oui, on va revenir. Oui, rapidement. Disons-nous les vérités en une seconde. Quand nous prenons le cas du Cameroun, je crois quand même qu'à un certain moment, le ministre de la Santé communiquait le taux d'infectés. Mais subitement, c'était silence radio. J'avais prévu que ce silence radio préparait déjà une série de guérisons miraculeuses et en cascade. Et c'est ça qu'on a vu. 200 guéris, 100 guéris. Après, on dit allez ouvrir les écoles. Mais les faits sont là. On se retrouve au point de départ. Et à qui profite tout ce désordre? Il faut questionner. Voilà, on va d'abord prendre la réaction de Serge Espoir Matomba qui nous attend dans le 4e arrondissement de Douala. Serge Espoir Matomba, il vient de jeter un autre pavé dans la mare. Raoul Lemopi, les enseignants qui n'ont pas perçu l'entièreté des salaires pour le mois de mars. Avril et mai, bien sûr, on leur demande de reprendre du boulot lundi 1er juin. Dans quel état d'esprit et au regard du contexte? Il est évident qu'il y aura un grand manque de motivation au niveau des enseignants. Déjà que ces enseignants, ces différentes personnes ont des craintes, n'est-ce pas, d'être contaminés par ce virus. Ajouter à cela, si il y a une éventuelle contamination, comment est-ce que la prise en charge de ces enseignants se fera? Parce que vous savez bien que des mesures soient annoncées de prise en charge dans les différents centres hospitaliers. Ce qui se vérifie sur le terrain, ce n'est pas toujours ça. Lorsque vous allez voir, par exemple, le dernier cas, celui de la Quintini, vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, il y a plus de patients que de places disponibles. Et là encore, on ne parvient pas à prendre en charge ces personnes. Et quand vous arrivez, vous êtes obligé pour la plupart, n'est-ce pas, de dépenser de l'argent que vous n'avez certainement pas pour plusieurs. Donc, quand vous voyez la crainte, du moins de certains enseignants, elle est justifiée, cette crainte. Parce que pour plusieurs d'entre eux, s'ils reprennent les cours aujourd'hui et qu'ils sont contaminés demain, comment ça se fera leur prise en charge immédiate? Donc, je pense qu'avant d'entrer dans la question profonde sur les salaires perçus ou pas perçus, nous devons même déjà revoir la nécessité d'envoyer ces enfants à l'école le 1er juin. Je crois pour ma part que ce ne serait pas trop dire que ce serait de l'inconscience de permettre que les cours reprennent le 1er juin. Ou encore même de la méchanceté, tout simplement. Parce qu'il faut comprendre que les établissements sanitaires aujourd'hui ne remplissent déjà pas toutes les conditions d'accueil, de prise en charge. Et vous allez voir qu'après, n'est-ce pas, l'assouplissement des mesures, vous voyez que le nombre de cas de contaminés a considérablement augmenté. Et quand on voit les chiffres, on se dit, ce n'est pas avec l'école que ces chiffres diminueront. Tout au contraire, on sait que les porteurs, n'est-ce pas, asymptomatiques, comme les porteurs seront beaucoup plus nombreux, il y aura beaucoup plus d'activités et le degré de contamination très élevé. Là, on aura affaire on va tendre peut-être à ce qui était annoncé par des organisations internationales comme une catastrophe qui pourrait soutenir chez nous. Donc je pense que la santé est beaucoup plus importante que tout ce que nous pouvons essayer de résoudre présentement comme problème. J'ai déploré un fait il y a quelque temps encore et ça rentre déjà en droite ligne avec la 3e condition des enseignants qui demande la mise à disposition, n'est-ce pas, des masques et puis des gels hydroalcooliques. Vous savez que SICAM avait demandé plus ou moins 4 milliards de francs pour subventionner, pour se mettre, pour subventionner, pour que les masques soient subventionnés et que le commun des Camerounais ait accès aux masques à 200 ou à 100 francs. Et ces 4 milliards de francs, SICAM n'a pas reçu ce montant, mais on peut comprendre que les priorités sont ailleurs. Quand on voit qu'aujourd'hui, on peut débloquer 4 milliards de francs pour faire plaisir à certaines personnes, et on ne peut pas débloquer 4 milliards de francs pour résoudre ou alors pour apporter une solution au niveau sanitaire, on comprend que les priorités sont ailleurs. Et je voudrais ici être solidaire avec tous les enseignants, et je voudrais être solidaire avec tout le corps enseignant et même les parents d'enfants qui, n'est-ce pas,
pourront prendre sur eux de dire que tant que les conditions ne sont pas réunies, n'est-ce pas, ils ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école. Voilà, professeur Jacques Vounan, je crois qu'on ne devrait pas minimiser ce problème, la paye des enseignants vacataires, puisque les classes ont été scindées et il va se poser un problème d'enseignants. Les enseignants, vous avez dit que l'enseignant est comme un soldat. On les appelle, il faut qu'ils viennent travailler, ils sont prêts à travailler à partir de demain. Mais s'ils pensent qu'il y a les 3 mois d'arriéré, comment on va gérer ça? Voilà. Pour résoudre ce problème. J'ai évoqué un mot aujourd'hui, c'est le mot de solidarité sociale. Oui. Ce que M. Lemopi, Oui. et Raoul la Lemopi, situation oui. qu'il évoque est une situation préoccupante. Et c'est des situations qui arrivent, pourquoi? Parce que la gestion des vacataires a été laissée au seul chef d'établissement. Oui. Au président de l'APE. Oui. Il est peut-être important aujourd'hui que les collectivités territoriales, les mairies, soient impliquées dans la gestion de ces fonds-là. Et que peut-être on songe à mettre les vacataires sous contrat. Sous contrat, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un jeune Camerounais donne sa vie à un établissement scolaire pendant 5-10 ans, parfois davantage. 30 ans chez nous. Et qu'ils finissent petitement dans l'indifférence de tous. Il faut donner un statut aux vacataires. C'est important. Au moins au niveau de la collectivité territoriale, si l'État n'a définitivement pas les moyens de les recruter, d'en faire des contractuels à ce niveau-là. On ne peut pas, parce que les chefs d'établissement sont effectivement en difficulté à partir de cette instance-ci où, s'il faut revenir à l'école le 1er juin, je vous assure, il y a des établissements qui seront en difficulté pour pouvoir fonctionner parce que les enseignants attitrés, l'effectif d'enseignants attitrés dont ils disposent ne suffit pas à encadrer les classes qui se retrouvent plus nombreuses. Donc, c'est une question assez importante. Je reprends, que nous soyons solidaires, que la gestion des vacataires ne soit plus la seule affaire du chef d'établissement et de son copain, le président de l'APE, que la collectivité territoriale, les parents en réalité, aient un droit de regard et peut-être à un niveau supérieur, que l'État songe à regarder cette affaire-là de près. Parce que c'est des gens, quoi qu'on dise, qui sont très utiles. Si je vais parler comme un ignorant, ma solution serait simplement, c'est de les mettre sous contrat au niveau avec l'État. Comme ce qu'on a vu avec les temporaires au niveau des impôts. Absolument. Qui ont été contractualisés. Absolument. Même à l'université. Voilà. Voilà. Vous pensez que la crise En sanitaire qui sévit à l'heure actuelle peut permettre que les vacataires aient un autre statut? C'est des gens, quoi qu'on dise. D'ailleurs, vous trouverez dans l'établissement que le vacataire est celui qui travaille puisque le fonctionnaire va vous dire, écoutez, monsieur le président, je dois 16 heures ou 18 heures. Dès que je les ai assurés, le reste ne me concerne pas. Et c'est égal. C'est ces jeunes-là, ces jeunes dames, ces jeunes messieurs à qui on fait appel, qui se tuent à la tâche pour presque rien. 21 heures par semaine. Pour presque rien. Il est important. Lorsqu'ils se sont tapés, se sont coltinés 30 heures de cours, il est juste. C'est un devoir de les payer. Et j'ai dit, c'est des problèmes auxquels nous ferons face à partir du 1er juin, s'il faut absolument que nous retournions à l'école. Voilà, Jean-Jacques Ndiok, depuis Vernon en Normandie. Jean-Jacques, est-ce que le problème qu'a soulevé sur ce plateau Raoul Lemopi, il faut régler absolument la situation de ces enseignants-là d'abord, qui depuis le mois de mars dernier n'ont pas eu leur salaire? C'est Jalin, écoute un peu, le problème des enseignants vacataires est un problème récurrent au Cameroun. Ce problème n'est pas propre aux propres enseignants vacataires. Nous savons aussi que lorsque les enseignants sortent même des écoles d'État, des écoles normales, le plus souvent, il reste 2, 3 ans ou 4 ans même à travailler sans salaire. Donc le problème d'intégration des enseignants et la prise en compte des conditions de l'enseignant, c'est de ça qu'il est question sur le problème qu'a posé le co-panéliste. Donc il est important de régler le problème d'enseignants. Est-ce que la crise sanitaire pourra permettre la résolution de ce problème? Je ne pense pas. Parce que c'est raccourci, c'est faire un chemin très court pour dire que la crise sanitaire pourra permettre le règlement
du statut à la fois de l'enseignant principal, mais aussi des vacataires. Je pense qu'il est important de faire ce qu'on appelle ici en France le Grenelle de l'enseignement pour permettre de mettre sur la table les problèmes que les enseignants rencontrent. Les vacataires ne sont qu'un épiphénomène de ce problème, mais les conditions de l'enseignant, le statut de l'enseignant, même s'il est fonctionnaire, il a un matricule, mais sa condition de travail, sa manière qu'il est traité, son avancement, son évolution pose problème aujourd'hui. Donc je pense que c'est un tout. On ne peut pas dissocier les vacataires, même si le problème du nombre d'enseignants se pose pour la prise en charge des élèves qui vont reprendre le 1er juin. Mais je dis encore, il faut mettre sur la table le statut de l'enseignant à la fois vacataire et à la fois permanent. Voilà, merci Jean-Jacques Diok. Voilà, dites-nous Raoul Lemoupi, comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous avez prévu? Comment ça va se passer concrètement à partir de lundi? Ce sera quoi, 7h30 jusqu'à... Comment ça va se passer? Cette classe d'examen. Alors, le système, comment il sera organisé concrètement? On veut comprendre. Je veux quand même dire que jusqu'à présent, on assiste timidement, n'est-ce pas, à la désinfection des salles de classe. Oui. Plusieurs chefs d'établissement sont préoccupés, n'est-ce pas, à demander de l'aide aux mairies. Pourquoi? Il n'y a plus d'argent dans les caisses de la paix? Je vous ai dit que l'argent est fini. Les chefs d'établissement sont devenus des mendiants. Ils mendient auprès des mairies. Ils demandent aux maires de venir désinfecter les établissements. Je me suis un peu amusé à regarder ce qui se passe à Douala 3. Un arrondissement comme Douala 3 a au bas mot 120 établissements scolaires, c'est-à-dire je prends le secondaire. Et je 120. Oui, je ne sais pas si la mairie de Douala 3e a le personnel pour désinfecter, n'est-ce pas, les établissements scolaires chaque jour. Parce que c'est le moindre mot. Chaque jour. Ailleurs, on demande de désinfecter tous les 3 heures ou tous les 2 heures. La mairie va trouver l'effectif où? Moi, je me demande aussi, si les mairies étaient gérées sous le prisme de la gabégie, où trouverait-elle de l'argent pour acheter le matériel et venir désinfecter les établissements scolaires? Dans tous les cas... Au niveau des cours, ça va se passer quoi? Alors, du point de vue de l'opérationnalisation des enseignements, pour le cas du lycée bilingue de Nilom-Brazzaville, parce qu'il faut que je parle de ce que je connais très bien, oui. Les élèves de classe de 3e, je crois que plusieurs sont en train de nous écouter là, les élèves de classe de 3e et ceux du sous-système anglophone font cours les matins, c'est-à-dire entre 7h30 et 12h30. Voilà. Ça fait 5 heures. 5 heures par jour. 5 heures. Ceux des classes de première et de terminale, quand je parle première terminale indistinctement, c'est-à-dire sous-section francophone et bilingue, font cours dans l'après-midi entre 12h30, 12h45, 17h45, quelque chose comme ça, fait aussi 5 heures. Je peux présumer, n'est-ce pas, sur le fond de la question que vous posez, oui. Puisque finalement, on va se retrouver avec des enseignants qui feront entre 6, 7, 8 heures de cours par jour. Et demandez-vous dans quel confort vont-ils faire 8 heures de cours avec un masque, voilà. Un cache-nez. Et donc, le lundi, si l'administration estime que... Les médecins nous ont dit que c'est 3 heures environ, hein, le masque, on le porte pendant 3 heures. Mais c'est 3 heures. Et si on prend le cas, si même déjà dans c'est les masques en dehors de ceux qui sont lavables, là, mais ça fait 3 masques, ça fait beaucoup d'argent. Hein, mais monsieur Serge, est-ce que vous représentez une situation où un enseignant ou bien les élèves se retrouvent avec les masques aux normes, oui. Comme ceux que SICAM est en train de vendre à 1300 francs? Je me suis quand même amusé, n'est-ce pas, de constater que ici, il s'agit d'une situation tellement pathétique. Parce que dans les normes, moi j'ai vu ce que le MINDEF a fait pour les militaires. On peut poser la même question. Qu'est-ce que le ministre Nalova est en train de faire pour les enseignants? On peut clairement poser cette question. Donc, pour lundi, nous avons posé des conditions. Certains établissements ont dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est vrai. Nous avons interpellé monsieur le Premier ministre et madame le ministre de l'enseignement secondaire afin que le ministère puisse mettre à la disposition des établissements secondaires le reliquat des frais exigibles non débloqués à ce jour. À cela, il faut aussi ajouter les frais de la FENASCO, parce que la FENASCO n'est pas parvenue à son terme. Oui. Il y a les fonds de solidarité. Il y a les fonds de solidarité institués en 1996, hein, où on prélève 5% dans les frais exigibles des enfants. Où va ce fonds de solidarité? On peut se poser des questions pour que rien ne soit fait, ou bien les attentes des enseignants, des élèves de la communauté éducative ne soient pas comblées, au point où on se trouve, n'est-ce pas, à devenir des mendiants auprès des mairies. Lundi, nous avons dit, si les mesures ne sont pas prises en considération, les enseignants n'iront pas à l'école. C'est clair comme l'eau de roche. Ok. Voilà.
Serge Espoir Matoma, vous avez suivi là, il est syndicaliste, Raoul Lemopi, hein, il défend la corporation. Est-ce que vous êtes au moins d'accord, vous le politique, vous avez dit dans votre communiqué, vous comprenez les enseignants. Est-ce que vous avez espoir que le gouvernement puisse prêter une oreille attentive d'ici lundi aux revendications des enseignants? N'est-ce pas? Le gouvernement a obligation d'écouter les corporations, les syndicats et bien d'autres choses. Vous savez que le gouvernement ne doit pas se comporter comme, n'est-ce pas, ce monstre qui n'écoute personne et qui fait ce qu'il veut quand il veut. Il s'agit ici d'une large concertation qui doit avoir lieu avec tous les corps de métier, parce que voyez-vous, si les enseignants décident de ne pas aller à l'école et que les enfants décident d'y aller, il y aura enfants à l'école sans enseignants. Donc il est temps que des syndicats comme ceux des enseignants, puisqu'ils en ont plusieurs, puissent, n'est-ce pas, être fermes à un moment donné. Il ne faut pas ignorer le fait que l'enseignant est plus ou moins le fonctionnaire le moins nanti au Cameroun, le moins, comment je vais dire, quand vous regardez le statut de l'enseignant, des gens vont me dire que c'est une catégorie A1 et autres, mais quand vous regardez les enseignants, moi j'ai eu des enseignants que j'ai rencontrés encore il y a quelques années et quelques mois, dont la condition sociale n'a véritablement pas changé. Donc, et vous questionnez sur si vous n'aviez pas cet enseignant, est-ce que vous pouviez avoir, n'est-ce pas, les différents ministres, députés et même présidents de la République, ou même médecins? La réponse est non. On doit donc mettre un accent sur ce qui concerne le corps de l'enseignement, le corps éducatif. Il est très important, parce que sans ces derniers, vous ne pouvez pas avoir des hommes formés. J'ai l'habitude de dire que le véritable problème du Cameroun se trouve en l'homme camerounais. Et il faut donc reconstruire l'homme camerounais. Mais pour reconstruire l'homme camerounais, il faut des Camerounais préparés pour le faire. Il faut des enseignants préparés pour le faire. Il faut des Camerounais prêts à construire, n'est-ce pas, cette nouvelle société. Et si nous continuons à chosifier nos enseignants, et si eux-mêmes, en tant qu'enseignants, ne parviennent pas à assumer des positions, certains vont dire, comme c'est le cas aujourd'hui, que s'il n'y a pas, si les 8 conditions ne sont pas remplies, ils n'iront pas à l'école. Mais vous allez voir d'autres syndicats sortir dire non, nous irons à l'école. D'autres, pour après avoir fait un petit arrangement, on a rempli 1 ou 2 conditions, ils iront à l'école pour 25 ou 54 ans. Non, je pense qu'à un moment donné, chaque corps de métier doit imposer le respect. Les enseignants doivent imposer le respect. Nous allons les accompagner, mais nous ne sommes pas en train d'accompagner, comme je le dis, une rébellion. Nous accompagnons une conscientisation pour une meilleure construction. Parce que, voyez-vous, pour que nous puissions avoir un pays construit, il nous faut des hommes formés et des hommes bien formés. Et si l'enseignant n'est pas bien dans sa peau... Voilà, merci Serge Espoir Matoma, premier secrétaire du Peuple Uni pour la rénovation sociale. Il intervenait depuis le 4e arrondissement de Douala. Il est déjà là, bien installé, Sylvestre Hippolyte Zangao, monsieur 100% football. Bonsoir Sylvestre, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, comme vous le savez, nous avons repris l'école il y a 4 semaines sur 100% foot. Et donc le cours de ce soir sera consacré à la santé des joueurs qui ont repris de l'activité dans certains championnats. Le cas de la Bundesliga avec Pierre Koundé-Malon qui a joué son 2e match depuis la reprise. C'était dimanche, mais Mayence a lourdement été battu. Nous en parlerons dans cette édition. Nous reviendrons sur la polémique après la décision de la FECAFOOT d'annuler cette saison sportive dans les championnats amateurs et puis simplement d'arrêter les championnats professionnels. Ça continue de faire des vagues au sein des présidents de clubs. Chez les amateurs, l'on exige de la Fédération camerounaise de football des indemnisations après des moyens financiers engagés pour supporter plusieurs journées des championnats régionaux. Nous aurons comme invité ce soir en France, dans la ville de Lorient, Franklin Wadja-Tchancho, qui est lion indomptable. Et puis nous aurons aussi une lionne indomptable depuis la Biélorussie, Alvin Djolek, qui sera notre invité. Et l'invité en plateau est un président de club qui Marcel Thio Dita. Voilà, la FECAFOOT qui décide d'arrêter le championnat. Le MINESEC qui décide de continuer avec l'année scolaire. C'est ça le paradoxe. On va terminer sur le mot de la fin pour vous. Voilà, merci Serge. Je voudrais dire que
que ce soit le 1er juin, dans 2 mois ou l'année prochaine, il faudra trouver la solution pour que les jeunes Camerounais reprennent le chemin de l'école. Oui. Ce serait regrettable de réduire la chose à une question financière. Ce qu'il faut, c'est des conditions maximales pour que cette rentrée-là se fasse sans grand risque, sans danger. Ce qu'il faut savoir également, c'est que, quel que soit le cas, quelle que soit la période où cette rentrée aura lieu, il n'y aura plus de risque zéro. Et qu'on pense qu'il faut éviter d'exercer une sorte de chantage sur le gouvernement, parce qu'on se dit, il faut avoir une présomption de bonne foi. On se dit que, comme partout d'ailleurs dans le monde d'ailleurs, la pandémie du coronavirus a surpris tout le monde. Okay. Et on a parfois procédé par tâtonnement. On a pris des décisions qu'il a fallu ajuster, réajuster. Alors si initialement le gouvernement a décidé que la rentrée aurait lieu le 1er juin, c'est sur la base d'un certain nombre de données qui peuvent, je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent évoluer et donc motiver une modification de cette décision-là. Okay. Les enseignants resteront prêts et mobilisés, même s'il fallait, je l'ai dit, même s'il fallait retourner à l'école demain. Vous savez, les syndicats, ils jouent leur rôle. C'est tout à fait leur rôle. Et moi, je dis, pour cette fois, même s'il y a des excès de langage, c'est assez citoyen d'attirer l'attention sur l'attention du Premier ministre et du gouvernement sur un certain nombre de risques auxquels on peut s'exposer si on ne tient pas compte des paramètres réels, sur le terrain. Moi, je reste convaincu que d'ici le 1er juin, beaucoup de choses risquent encore de changer. Voilà. Merci, professeur Jacques Evouna, d'être passé. Merci. On dit également merci à Raoul Lebompi. On peut vous souhaiter bonne reprise déjà, quand même. Hein. On espère que les choses vont évoluer, hein, mais si jamais, 1er juin, c'est lundi prochain. On l'espère. Je voudrais quand même aussi apporter un bémol pour dire qu'il ne s'agit pas d'un chantage. Nous défendons notre corporation. Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, comme des Maccabées, être envoyés à l'abattoir. Ok, merci. Merci également à Jean-Jacques Diop qui est intervenu depuis Vernon en France et Serge Espoir Matomba depuis le 4e arrondissement du Vouri. Madame, Monsieur, dans un instant, ce sera après Equinox Soir, vous allez suivre Charlotte Dipanda dans un entretien accordé à notre concert de La Voix de l'Amérique. Ce sera tout de suite après Equinox Soir. Bonsoir, les enseignants de la République.